À quoi ressemblerait ta crèche si tu pouvais t'entourer des meilleurs ? Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant les 15 dernières années, de la crèche collective associative à la micro-crèche privée, j'ai tout expérimenté. La petite enfance est un métier à forte contrainte, mais aussi à forte valeur ajoutée. Avec les meilleurs psys, pédiatres, directeurs pédagogiques et les meilleures formations, j'ai pu développer la qualité d'accueil et la qualité de vie au travail. Alors si toi aussi tu es motivé par la qualité, bienvenue dans Référence Petite Enfance, bienvenue dans ton podcast. Quand j'ai démarré dans le métier en 2007, j'étais présidente dans une association de crèches. C'était une reconversion, j'avais une trentaine d'années. En arrivant, j'ai demandé où était le programme, sur quoi on se basait pour gérer la crèche. Les bénévoles ne savaient pas trop quoi me répondre. C'était assez flou. La directrice m'a dit qu'on allait devoir écrire un projet éducatif. Je crois même qu'elle a dit un projet pédagogique et je voyais pas trop la différence à l'époque. Et elle a dit que ce serait ça, la base du travail. Donc, dans cette association, qui fonctionnait déjà depuis 15 ans, rien ne semblait écrit. Tout pouvait changer en fonction des personnes qui arrivaient dans l'association, que ce soit la directrice ou les bénévoles. Alors, j'ai lu les statuts de l'association, j'ai cherché sur Internet. J'ai fini par comprendre que les fondements de l'accueil, c'était ce qui était défini par le Code de la santé publique. Là, bien sûr, j'ai lu le Code de la santé publique. C'était à la fois technique et précis sur les points abordés, mais à la fois, c'est décevant sur le cadre qui était hyper large. Après, petit détail, c'est que moi, j'avais fait 5 ans de droit, donc j'arrivais facilement à comprendre le Code de la santé publique. C'est pas forcément le cas de tout le monde. En tout cas, on avait de longs articles indigestes sur les niveaux de diplôme et les taux d'encadrement, mais aucune info sur la façon dont on allait devoir s'organiser pour faire un bon accueil, un accueil de qualité. Alors à partir de là, mon travail dans la petite enfance a toujours eu pour but de définir ce cadre de qualité pour moi et pour mes équipes. Comment faire pour traduire sur le terrain notre bienveillance et notre volonté de soutenir le développement des enfants ? C'est aussi dans cette idée que j'ai créé le podcast Référence Petite Enfance en 2023. Mais aujourd'hui, on a la chance de vivre un moment extraordinaire, une révolution dans le secteur. Parce que ça y est, on va avoir un référentiel qualité. Nous, les pros de la petite enfance, on se pose plein de questions. On en attend beaucoup de ce référentiel. Alors, comment rédiger un texte qui emporte l'adhésion de tous les courants de pensée ? Un texte qui soit suffisamment détaillé pour servir de base aux professionnels sur le terrain, et un texte qui soit applicable et surtout finançable. Voici les questions que je vais poser aujourd'hui à mon invité, le docteur Nicole Bohic. Bonjour docteur Bohic. Bonjour Mme Cosma. Alors je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans le podcast. C'est un véritable feuilleton du référentiel de qualité qu'on suit sur notre podcast depuis l'année dernière, puisque déjà dans l'épisode 34, Jean-Baptiste Frossard nous avait annoncé qu'après son enquête sur la qualité d'accueil, il était en train de lancer la mission de rédaction du référentiel. Et ensuite, Jean-Baptiste a quitté l'IGAS et c'est vous qui aujourd'hui êtes en charge de cette mission. Donc, je suis ravie vraiment de pouvoir suivre les étapes de toute cette évolution de la petite enfance. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots d'où vous arrivez et comment vous êtes arrivé à ce poste qui est un poste vraiment stratégique pour la petite enfance ? Oui, écoutez, je suis de formation initiale médecin généraliste, puis médecin de santé publique, et j'ai travaillé dans les politiques en lien avec tous les âges de la vie, et en particulier l'approche de la vulnérabilité, justement aussi à tous les âges de la vie. J'ai eu un parcours très divers dans l'administration et en lien avec l'approche du quotidien, que ce soit le quotidien des personnes âgées, des personnes handicapées et des enfants. Et dans le cadre de l'inspection en particulier, dans le domaine par exemple du handicap enfant, je me suis aperçue de l'importance
de ce secteur de l'enfance et de sa pluralité, des difficultés et parfois du manque aussi d'éléments cadrants qui accompagnent le quotidien. À l'IGAS, donc nous intervenons sur l'ensemble des situations qui nous sont donc présentées et c'est avec plaisir que j'ai participé donc au rapport sur qualité d'accueil et prévention de la maltraitance dans les établissements, dans les EAJE, dans les crèches, on va dire, hein, c'est plus simple. Et aujourd'hui, il s'agit de travailler sur l'ensemble des modes d'accueil et pas seulement sur l'accueil dans les crèches. L'IGAS, c'est pour les auditeurs s'ils savent pas tous ce que c'est, même si on en a déjà parlé dans d'autres épisodes. Mais l'IGAS, c'est l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Et vous êtes en fait des inspecteurs au service du gouvernement pour vérifier que les politiques sociales sont bien appliquées, oui. Si je résume. Tout à fait. C'est à la fois de vérifier, mais aussi d'accompagner la mise en œuvre des politiques. Et donc là, on est plus dans l'accompagnement de mise en œuvre que de contrôle. Alors là, vous avez bien avancé sur le référentiel qualité qui fait l'objet de cet épisode. Et ensuite, pour les auditeurs, je voulais aussi préciser que vous allez poursuivre avec 3 autres documents. Donc, il y aura le référentiel sur les connaissances et les compétences des professionnels et les guides d'évaluation et de contrôle des modes d'accueil. Donc, c'est un ensemble de 4 documents référentiels, guides, qui permettent de s'assurer de la qualité homogène de l'accueil en France. C'est ça l'objectif. Tout à fait. Et c'est vrai que le référentiel qualité, il est vraiment au cœur de la machine, on va dire, parce qu'il s'agit d'avoir vraiment des bases qui vont permettre de construire à la fois le référentiel connaissances et compétences, puis les guides d'évaluation qui permettent de faire évaluation, auto-évaluation, évaluation croisée entre des assistantes maternelles, entre des MAM, entre des crèches, voilà. Et puis enfin le guide de contrôle qui va permettre aux PMI, aux CAF, aux services de l'État aussi des DETS de conduire au mieux les opérations de contrôle et de suivi ensuite des établissements. Et puis bien sûr aussi les assistants maternels. Enfin, on est sur tous les modes d'accueil et même au plus large, hein, donc l'accueil quand il s'organise au domicile des parents aussi. Ce référentiel, aujourd'hui, Dr Bouygues, on en est à une étape que vous avez appelée le pré-référentiel. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça a été rédigé et où en est le processus à ce jour? Tout d'abord, avec un certain nombre de chercheurs et surtout avec 7 groupes de travail qui ont rassemblé des professionnels, des institutionnels, des chercheurs, tout le monde de la petite enfance. 7 groupes de travail qui étaient très très dynamiques parce qu'il y avait à la fois un groupe en présentiel et un groupe miroir parce qu'il y avait énormément de volontaires pour participer à ces groupes. C'est quoi un groupe miroir? Un groupe miroir, c'est en fait donc le groupe en présentiel, c'est-à-dire une quinzaine de personnes travaillent, échangent, construisent, et puis ils font relire à un autre groupe qui n'est pas en présentiel mais va réagir à ce qui a été travaillé. Et c'était une façon je trouve astucieuse de répondre à la demande très forte de participation des uns et des autres, parce que quand on est 30, 40 personnes autour d'une table, on sait que c'est compliqué de construire, de travailler ensemble. Là, ça donne aussi du recul. Donc, ce miroir était très, très riche et j'ai pu voir certains échanges de discussions sur tel terme, il y a vraiment eu un travail très, très fin, et chaque groupe de travail
a abouti en fait à un document en général de 25, 30, 35 pages, ça dépendait des groupes. Le travail ensuite, ça a été de se dire, voilà, donc on a toute cette production. Il y a des éléments qui ont été transversaux, parce que quand on parle des enfants dans un groupe de travail, des parents dans l'autre, des situations de handicap dans un autre, de difficultés sociales dans un autre, de l'organisation, de l'art, de la culture, etc. Obligatoirement, il y a des éléments qui se croisaient, qui se complétaient. Donc, il y a eu un travail ensuite, et c'est là que j'ai pu commencer à travailler sur ce dossier, un travail de synthèse et de mise en forme pour essayer de rédiger ce pré-référentiel avec la volonté de suivre toujours le même plan, c'est-à-dire de dire nous avons des grands principes, mais là c'est des principes beaucoup plus détaillés, parce que les groupes en fait ont tiré les fils des principes pour arriver à les préciser, on va dire. Donc les principes puis les pratiques associées. Donc c'était un travail un petit peu et bien sûr moi-même et donc une apprentie Inès Kuhn qui a travaillé avec moi. Nous n'étions pas dans les groupes. Il y a la synthèse de tous ces éléments. Donc bien sûr c'était essentiel et c'était prévu d'avance d'ailleurs. De revenir vers le terrain avec ces éléments pour voir si la rédaction est compréhensible, si les principes sont ajustés, si les pratiques ne sont pas trop enfermantes, si l'essentiel est là, c'est-à-dire qu'il peut aussi y avoir des éléments qui sont manquants, etc. L'objectif n'est pas de remettre en question du tout le travail des groupes, parce que là, quand on va avoir les retours des questionnaires, on va reprendre les éléments en les précisant ou en les ajustant, et on reviendra toujours aux travaux des groupes pour rester pour respecter ce travail de près de 200 personnes, donc avec des représentants vraiment des acteurs, de l'ensemble des acteurs de la petite enfance. Alors, vous évoquez les questionnaires, donc c'est ma prochaine question. Donc, si je résume déjà ce que vous venez de dire, on a eu 200 personnes dans 7 groupes de travail qui ont été très dynamiques et qui ont fait un gros travail de réflexion et de production. Et ensuite, vous avez dû, vous, avec Inès, faire une synthèse. Donc, c'est vous un peu les rédactrices pour synthétiser et dégager l'essentiel de tout ça, parce que on n'allait pas faire 3000 pages non plus, j'imagine. Donc, il fallait en extraire l'essentiel. Et donc, c'est vous qui avez fait la mise en forme. Donc, c'était une de mes questions, c'était qui sont les rédacteurs à l'IGAS. Donc, vous êtes là, c'est vous, voilà. On est sur le terrain. Nous étions deux. Alors, dans ce processus de rédaction, on en est au pré-référentiel, Dr Bowick. C'est-à-dire que c'est une sorte de brouillon que vous avez publié où, en fait, on peut lire, prendre connaissance du pré-référentiel, et vous avez proposé et même fait un appel public pour que les pros de la petite enfance, enfin toutes les personnes du secteur qui veulent répondre, puissent venir commenter et alimenter votre réflexion. Donc le pré-référentiel, il est rédigé, il est formalisé en 4 parties. Il y a d'abord les grands principes qui, eux, ne font pas l'objet d'un appel à commentaires, parce que c'est un cadre, on va dire, qui est fixé par des conventions internationales, la loi, la charte de l'accueil. Donc ça, c'est une partie assez courte, mais qui replace les grands principes sur les droits de l'enfant. Et ensuite, on a des parties très détaillées sur lesquelles vous avez demandé si le public pouvait faire des commentaires. Donc il y a une partie vraiment sur le jeune enfant, une partie sur les parents, l'accueil des parents, l'aide à la parentalité, et une partie sur l'organisation de l'accueil, donc que ce soit l'organisation des modes d'accueil ou les autorités aussi organisatrices, c'est-à-dire les communes, etc., qui viennent autour des accueillants, quoi. Donc, on en est où au niveau des réponses à ces demandes de questionnaires? Est-ce que vous avez eu, aujourd'hui on est le 25 septembre, est-ce que vous avez eu des retours et qu'est-ce qui se dessine? Écoutez, on a beaucoup de retours, c'est très très enthousiasmant de voir la mobilisation
des acteurs de la petite enfance. On n'est pas surpris, hein, on a déjà eu cette mobilisation quand on avait fait un questionnaire autour du rapport de 2023. Et là, donc on a donc des réponses de tous les départements de France. Il y a que 4-5 pour lesquels il n'y a pas de réponse, mais en même temps, tout le monde ne signale pas de quel département il dépend. On a 1500 réponses avec donc des personnes qui soit travaillent sur des territoires comme les PMI, les CAF, etc., des territoires larges, soit des professionnels, ce qui est le cas de 84% qui travaillent soit dans des crèches, soit assistants maternels ou RPE, etc. Et donc qui précisent le type de commune dans lesquelles ils travaillent. Et c'est intéressant de voir que les petites villes sont bien représentées, 33% des réponses, et ensuite les villes moyennes, les villages et les grandes villes et métropoles sont représentées autour de 23% chacun, c'est-à-dire que on peut se dire, compte tenu de la population quand même qui est très nombreuse dans les grandes villes, que les villes moyennes, les villages, etc., il y a eu beaucoup de réponses au regard de la population. Ok, oui, c'est intéressant. C'est-à-dire que, compte tenu de la densité des grandes villes, on peut considérer qu'il y a beaucoup plus de pros de la petite enfance dans les grandes villes, et pourtant, l'écart n'est pas à la hauteur de cette différence de population. Donc, on a quand même une surreprésentation des plus petites communes dans les réponses. Et puis, je note quand même qu'il y a 84% des 1500 réponses qui viennent des pros de terrain, en fait, hein, et pas des élus ou des PMI. Donc, c'est quand même qu'il y a un engouement et que les pros de terrain s'intéressent vraiment, alors que c'est quand même 125 pages à lire. C'est pas forcément accessible comme ça au premier abord. Enfin, en même temps, vous dites qu'ils ont surtout répondu sur la première partie, donc la partie sur les jeunes enfants. Donc aujourd'hui, est-ce que vous en attendez plus ? Est-ce que vous avez besoin de plus de réponses ? Et jusqu'à quand on a pour répondre, justement ? Ce qui serait vraiment un grand message à passer, c'est déjà un grand merci pour la mobilisation et toutes les réponses que l'on a, et en effet beaucoup plus sur le lien à l'enfant, ce que l'on comprend, hein, c'est le cœur du métier, c'est bien l'enfant, mais on a beaucoup moins de réponses sur la relation aux parents, donc la relation parents-professionnels, qui appelle réponse non seulement des professionnels, mais aussi on est tout à fait intéressé pour avoir aussi des retours de parents. Ah, il y en a eu déjà ? Oui, on en a eu déjà, donc c'est intéressant. Il y en a 128 réponses. Alors c'est pas par rapport aux pros, c'est vrai que c'est beaucoup moins, mais voilà, ça circule. Donc il va falloir que l'on mette un petit peu, il faut que je reprenne des contacts pour sensibiliser vraiment, et que les parents d'enfants de 0 à 3 ans puissent répondre. Et puis sur la partie qualité organisationnelle, c'est un petit peu le même constat que pour les parents. On a beaucoup moins de réponses, mais ça intéresse pourtant tout le monde aussi. Autant les professionnels auprès des enfants que les élus, bien sûr, parce que dans la partie organisationnelle, on approche le pilotage national, départemental, ou maintenant au niveau de l'autorité organisatrice, les pratiques, etc., organisationnelles, que ce soit au niveau de l'accueil individuel que l'accueil collectif. Vraiment, si on peut un petit peu booster les 2 derniers chapitres, ça serait très intéressant. Ah, moi, je vais vous faire des commentaires là-dessus, hein, parce que vous savez, mon sujet, quand j'ai lancé le podcast, c'est vraiment l'organisation du travail. Les saisons 1 et 2 du podcast, c'était vraiment des process de travail sur l'organisation du travail, comment mettre en place la référence, quel type de planning, comment s'organiser en cas d'absence d'un professionnel. Donc, sur l'organisation du travail, c'est mon dada. Je m'engage à vous faire une réponse. C'est déjà un soutien. Moi, je suis à fond là-dessus. Et c'est vraiment ce que les auditeurs ont aimé. C'est ce qui a permis de lancer ce podcast. Donc, je pense que les pros de la petite enfance en attendent beaucoup, justement, de savoir comment s'organiser. Si vous avez peu de réponses aussi sur ce sujet-là, je pense que c'est pas un manque d'intérêt, mais c'est surtout que
On est assez démunis dans les crèches, c'était vraiment mon constat, en tout cas c'est ce que je disais en intro de cet épisode, c'est que sur l'organisation du travail, jusqu'à présent, c'est un petit peu le vide intersidéral, donc très compliqué, chacun réorganise et réinvente un peu l'eau chaude à chaque fois, et c'est dommage parce qu'en fait on a des recettes, mais on est tous un peu dans notre bulle, dans notre crèche, à essayer de recréer les principes, quoi, alors qu'ils existent. Il y a aussi beaucoup de questionnements sur l'organisation pour les assistantes maternelles. Parce que nous avons posé une question en particulier sur les RPE et les PMI, et il y a un chapitre qui fonctionne assez bien sur le soutien et le dialogue régulier des RPE et des PMI pour les assistantes maternelles. Et donc on voit bien que ça rentre dans l'approche pratique organisationnelle, parce qu'aujourd'hui les assistants maternels sont aussi inscrits dans un territoire et dans un fonctionnement avec autant les relais petite enfance, les PMI, les autres collègues, les MAM, les crèches, enfin voilà. Donc tout ça et on voit qu'il y a des commentaires. Il n'y a pas énormément de réponses, mais beaucoup de commentaires sur cette question, par exemple. C'est vrai que je note aussi un point qui est vraiment important dans le travail, c'est cette volonté de préserver la diversité des modes d'accueil, et notamment, c'est une bonne nouvelle aussi pour les crèches familiales et les jardins d'enfants qui ont été menacés. Et c'est vrai qu'il y a eu des périodes où, je pense un peu d'une manière un peu trop rapide, on a voulu se dire faudrait harmoniser dans le sens de la réduction, se dire faudrait qu'il y ait qu'un seul mode d'accueil et puis qu'on simplifie, mais c'était pas forcément ça qui aurait réellement simplifié et amélioré les choses. Alors que là, on se rend compte qu'il y a une prise de conscience de la richesse de chacun de ces modes d'accueil. Ça veut dire normalement, on devrait éviter la disparition, notamment des crèches familiales et des jardins d'enfants qui sont des modes d'accueil assez, moi je trouve, assez innovants, alors que finalement ils sont très anciens. Mais oui. À quoi vous voulez aboutir avec ce pré-référentiel ? Ce sera quoi la forme finale ? Aujourd'hui, on en a parlé, il y a 3 parties, enfants, parents, organisation. Certains se sont demandé pourquoi il y avait ces 3 parties-là et pourquoi pas 10 chapitres qui suivraient les 10 principes de la charte qualité. C'est vrai qu'à la lecture, au début, il y a une partie où ça fait référence au point 10, et puis finalement, le paragraphe d'en dessous, ça fait référence au point 3, etc. Donc, ça fait un petit peu 2 plans différents, et on essaye de faire le lien entre, d'un côté, le plan de la charte qualité en 10, et là, finalement, ça fait 3 parties. Vous avez déjà une image de ce que ça va donner à la fin ? Est-ce que ça va être assez proche de ce qu'on a déjà ? C'est vrai que c'est la matière brute que l'on a là, et on voit bien que ça ne demande qu'à être mis en perspective et utile fonction de la fonction que l'on occupe ou de l'approche que l'on veut avoir ou la question que l'on se pose. Donc, dans un premier temps, on va respecter les retours des questionnaires parce qu'il s'agit d'affiner les principes qui sont posés et affiner les pratiques, ou des fois les rendre plus accessibles ou au contraire moins directives, enfin suivant ce qui va nous être remonté, en respectant bien sûr le travail des groupes de travail, comme je disais tout à l'heure. Donc l'idée, ça va être de pouvoir avoir ce qui est demandé par le secteur depuis très longtemps, de dégager des éléments socles qui seront à la fois utiles aux élus, aux parents, aux professionnels. C'est ce quoi on partage, on échange et qui sont les fondamentaux. On va travailler avec la direction chargée de la communication au niveau du ministère pour faire un outil qui soit souple, accessible et modulable, donc ça ne sera pas un pavé. Donc bien sûr, il y a des personnes, et c'est normal, qui ont besoin d'avoir un document qui reprenne l'ensemble. On pourra toujours le constituer, mais on a vraiment envie de faire quelque chose qui soit souple, accessible, utile, suivant les besoins des uns et des autres, et surtout avoir un socle
Ouais. commun à tous. Ouais, Voilà. donc il pourrait y avoir plusieurs formats, peut-être plus ou Exactement. moins simplifiés, plus ou moins accessibles. Tout à fait. Et voilà, c'est un petit peu ce qu'on imaginait, peut-être Ouais. des livres, des illustrations. Je vous avoue que moi, j'ai beaucoup aimé le référentiel. Il y a beaucoup de points que je trouve vraiment top. Mais au début, quand je l'ai ouvert, j'ai eu un peu peur quand j'ai lu le paragraphe sur les méta-besoins et que j'ai vu le schéma page 13. Je me suis dit, oula, ça va pas être simple, on est mal barré. Et finalement, assez vite, c'était quand même plus lisible. Donc voilà, moi je me suis dit, est-ce qu'on va avoir peut-être des petits bouquins, différents formats. Oui, parce que quand on regarde le référentiel donc à part le chapitre qui rappelle les grands principes, mais il est réfléchi déjà sous forme un peu de fiche. C'est-à-dire que vous travaillez le Ouais. sommeil, vous avez une page et demie, Mm. souvent les thèmes c'est jusqu'à 2 pages, un peu plus, voilà. Donc à chaque fois les principes, les pratiques, et dans le questionnaire on demande des exemples de pratiques, des exemples de ressources, les ressources auxquelles les professionnels ou les élus, enfin ceux qui répondent au questionnaire, auxquels ils se réfèrent. Dans les groupes de travail, on a eu aussi déjà des éléments qui ont été donnés. On n'a volontairement pas mis là parce qu'on s'est dit on va demander au terrain et puis ensuite on fera le point sur ce. Alors donc on aura les principes, les pratiques, par exemple pensons au sommeil, principes, pratiques, expériences, voilà des exemples qui seront issus de ce qui nous sera remonté et de ce qui est sorti aussi des groupes de travail. Et puis des ressources intéressantes. Hein, donc c'est pour ça il faudra le faire vivre avec un site internet, un bouquin, comme ça une équipe ou une assistante maternelle dans un RPE ou chez elle ou avec un parent. Il y a une question, on va pouvoir aller chercher et c'est vraiment les fondamentaux. On est bien sur les fondamentaux. Ça ne doit pas empêcher la créativité, l'organisation pédagogique, la façon de vivre les Bien choses, sûr. de vivre à l'extérieur, de vivre à l'intérieur, de vivre, voilà. Mais c'est les fondamentaux à partager. Il faut que ce soit un outil de dialogue. C'est vrai que la façon dont c'est formé autour de fiches, j'avais bien identifié ce côté un peu fiche où on a au début on se dit oh là là il y a 125 pages, mais en fait c'est 1 ou 2 pages par thème, donc c'est plutôt facile à lire. Ça, je trouve que c'est pas mal du tout. Mes auditeurs m'ont posé quelques questions pour vous. Alors notamment, on m'a pas mal interrogé sur l'opposabilité du référentiel. Est-ce que les communes, par exemple, si elles veulent statuer sur la qualité d'un nouveau projet, elles vont utiliser le référentiel? Quelle valeur juridique a le texte? Et puis, comment justement ils vont se passer les contrôles? Est-ce que ce sera juste les contrôles PMI qui vont inclure une sorte de questionnaire sur ce référentiel, ou est-ce qu'on va avoir plutôt des organismes agréés qui vont venir se rajouter pour faire ces contrôles-là? Enfin voilà, est-ce que vous avez déjà des choses à dire là-dessus? Le référentiel va être annexé donc au texte officiel et donc ça va être opposable. Mais en même temps, j'ai beaucoup pratiqué le contrôle et l'inspection. Le guide de contrôle qui va être travaillé sera travaillé à partir de cet élément-là. Et le contrôle, ça n'est pas que cocher des cases, on est bien d'accord. On a aussi la prise en compte de la situation de la personne accueillant des enfants ou de l'institution, enfin de la crèche, etc. Donc il y a aussi toute cette approche qui est beaucoup questionnée par les assistantes maternelles en particulier, de la manière dont se déroule un contrôle, et à partir de ce que l'on approche, etc. Donc là, il y a aussi toute une culture partagée à partager justement sur l'inspection et le contrôle. Mais en effet, ça sera un point d'appui pour les PMI, les CAF et puis les services de l'État. De toute façon, j'imagine que vous allez me dire, on attend la sortie du prochain guide pour en dire plus sur le contrôle, puisque pour l'instant, vous n'avez pas encore démarré ce travail-là. Mais il va y avoir ce guide du contrôle.
et ce guide de l'évaluation aussi. Donc il y a vraiment une différence entre évaluer et contrôler. Oh oui, tout à fait, parce que par nature, l'évaluation s'appuie sur des questions évaluatives. Hein, donc c'est tout simple, c'est qu'on se questionne, et c'est intéressant parce que on se questionne, on se dit bon voilà, le référentiel pose tel et tel principe, telle et telle pratique. Quelle question évaluative, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais me poser comme question pour vérifier que je suis dans l'esprit et dans les attendus du référentiel. Je pense que c'est vraiment une culture très intéressante qui va vers l'amélioration continue des pratiques, parce que la réponse elle n'est pas toujours oui non, hein, elle est de voir comment ça s'applique à notre situation, dans le cadre dans lequel on est, etc. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir poser comme point d'amélioration pour atteindre l'objectif attendu par le référentiel. Et le référentiel, ce n'est que la base, hein. On peut avoir bien d'autres objectifs au sein d'une crèche, et je l'espère en tout cas. Et la différence que vous faites avec le contrôle? Le contrôle, d'abord, c'est une autorité qui conduit le contrôle, et sa référence, c'est bien les textes, hein, donc les textes et donc le droit dur. Enfin, vous êtes juriste, et les pratiques que l'on nomme plus le droit mou, mais qui vient donner des éléments qui permettent d'être en phase avec ce qui est attendu en termes de réglementation. C'est quelque chose qui aujourd'hui évolue aussi dans le champ médico-social, par exemple, hein, de pouvoir, vous voyez, régulièrement sortir des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui viennent appuyer les démarches de contrôle. Par exemple, on se dit l'accueil doit être individualisé, l'enfant doit être entendu dans sa pluralité, dans ses besoins. Et puis vous avez des pratiques qui sont détaillées et donc qui vont permettre de nourrir cette analyse pour s'assurer que l'accueil est bien en phase avec ce qui est attendu dans la réglementation et dans le référentiel en termes de pratique. Ouais, donc on va avoir, si je résume, bientôt, dans quelques mois, hein, vous me confirmez, un guide d'évaluation et un guide de contrôle. Donc le guide d'évaluation, on va essayer d'évaluer ce qui se passe sur notre terrain, dans notre crèche ou chez notre ASMAT. Qu'est-ce qui se passe au vu de ce qu'on avait dans le référentiel qualité? Est-ce que on arrive bien à s'engager dans cette démarche du sommeil, par exemple, etc. Donc là, on est plus dans de l'accompagnement. Et on a un autre guide, là c'est le contrôle, où là on est plus sur contrôle égale possibilité de sanction, en fait. On est sur quelque chose où l'objectif, c'est vraiment de s'assurer que la réglementation est respectée et qu'on est dans la sécurité autour de l'enfant, en fait. Le contrôle, c'est avant tout aussi un temps de contradictoire. C'est-à-dire que si le contrôleur repère un certain nombre de points qui lui paraît ne pas être en phase avec, il fait d'abord un rapport qui est provisoire. Et donc, que ce soit l'assistante maternelle ou que ce soit la crèche, etc., il y a un droit de contradictoire pour pouvoir expliquer d'abord peut-être que le contrôleur n'a pas bien perçu l'ensemble des éléments. J'ai fait beaucoup de contrôles, donc voilà. Mais je pense que dans la petite enfance, il y a vraiment à travailler cette dynamique du contrôle qui est aussi de construire ensemble pour demain. C'est-à-dire, à la fois, c'est vrai que il y a la possibilité de sanctions, ça fait partie des choses, mais il y a aussi ce dialogue qui s'installe à travers déjà le contradictoire, qui va permettre au contrôleur de prendre en considération, modifier son rapport provisoire si en effet quelque chose, il ne l'a pas perçu parfaitement ou il n'a pas pris l'ensemble des éléments en compte, etc. Ou simplement en prendre connaissance des éléments qui sont apportés par la personne contrôlée. Et puis, un rapport de contrôle comporte à la fois le rapport définitif, donc prenant en compte plus ou moins les éléments du contradictoire, et les éléments du contradictoire dans leur entièreté
qui permet d'avoir la position de l'établissement ou de l'assistant maternelle, etc. Donc, je pense qu'il y a toute une dynamique aussi autour du contrôle qui est à travailler. Certes, un guide, mais aussi des pratiques. Donc, ça vient nourrir la démarche d'amélioration continue qui est surtout soutenue par l'évaluation. Mais le moment, à un moment donné, à un moment T, il y a un contrôle, eh bien, ce qui en ressort vient nourrir cette démarche d'amélioration continue. Donc, on est dans quelque chose qui doit construire et améliorer en permanence. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes sur le contrôle et l'évaluation. Déjà pour vraiment, entre guillemets, prouver au secteur, aux pros comme aux parents, que la révolution, la réforme en cours, elle va avoir des conséquences. C'est pas juste des mots. Et donc pour ça, on a besoin de contrôle et d'évaluation. Et puis parce que jusqu'à présent, il y a eu une sorte d'aléa un petit peu. Enfin, moi, j'ai géré des crèches pendant 16 ans, donc j'en ai fait des contrôles PMI. Alors, moi, ça s'est toujours très bien passé. J'avais des très bons rapports avec la PMI. J'ai vraiment rien à reprocher à ce service. Mais c'est vrai que je trouvais ça quand même relativement light, entre guillemets, parce que on savait quand ils venaient, donc il n'y avait pas de surprise. Et puis après, il y avait aussi quand même parfois, moi j'en ai pas eu beaucoup, mais j'ai eu beaucoup de confrères qui en ont eu, mais des côtés un peu personnels où j'en ai eu j'ai une anecdote, moi pour donner un exemple. Voilà, j'avais une de mes PMI qui saluait notre projet pédagogique, la façon dont on organisait, dans l'exemple dont je parle, c'est notre organisation autour des repas. Et puis, il y avait tout d'un coup une responsable d'une autre PMI qui s'est acharnée à dire qu'on avait du matériel qui n'était pas professionnel ou je ne sais quoi, parce qu'en fait, elle n'utilisait pas ce matériel-là. Donc sur 10 micro-crèches, il n'y en avait qu'une qui disait ça. Mais voilà, elle était butée dans son esprit, alors que ça paraissait pas très étayé, en fait. C'était assez personnel, son point de vue. Donc là-dessus, je pense que d'une certaine manière, on peut espérer qu'on arrive à des contrôles qui soient beaucoup plus objectifs. Je pense que l'important, c'est que les choses soient posées et puis qu'il y ait une discussion. Il n'y a pas de négociation en tant que telle dans un contrôle, mais une discussion autour du rapport, et puis qu'il y ait un pilotage qui est attendu. On l'a entendu encore aux Journées de la petite enfance, un pilotage national qui est prévu, qui va se mettre en place pour coordonner. Je pense qu'il y a des bonnes volontés partout. Il faut pouvoir professionnaliser tout cela et bien améliorer la façon dont sont conduits les contrôles. Ouais, mais en tout cas, le fait que vous soyez vraiment de ce métier-là, que vous ayez pratiqué le contrôle, parce que c'est vrai que moi, je me suis demandé d'où vous veniez, et là, maintenant, j'y vois beaucoup plus clair. Vous êtes docteur, vous avez cette... je savais pas trop ce que c'était la médecine de la santé publique, mais en fait, c'est vraiment cette pratique du contrôle qui va, je pense, être un point déterminant dans ce que vous allez apporter à notre secteur. Donc ça, c'est un point que je trouve assez intéressant de souligner. Docteur Bouygues, on arrive vers la fin de notre interview. Je voulais vous demander au niveau financier, on a d'un côté un référentiel qualité prometteur et de l'autre, on a 6 milliards d'euros supplémentaires investis dans la qualité d'accueil. Mais comment ça s'articule ? Est-ce que les 6 milliards d'euros vont servir à mettre en œuvre cette qualité et notamment ce référentiel ? Les auditeurs, ils n'ont pas tous lu la COG, la Convention d'objectifs et de gestion, donc qui est conclue entre l'État et la CAF, et donc qui va permettre de distribuer cet argent dans les modes d'accueil. Est-ce que vous avez des explications peut-être sur comment on va utiliser les 6 milliards d'euros ? Et pour peut-être étayer un peu ma question, moi quand j'ai lu le référentiel, il y a eu des points où je me suis dit, comment on va payer ça ? Donc si je prends par exemple le point 2.1.4 sur les observations, il faut des personnels supplémentaires puisqu'il y a un temps dédié à l'observation. Ça se fait pas comme ça, une observation. Il faut pouvoir se détacher, etc. Donc on est amené à avoir du personnel supplémentaire. Il y a d'autres points peut-être qui sont moins évidents à détecter, mais qui, moi, me semblent nécessiter plus de personnel. Par exemple, page 40, il est écrit en tout cas qu'on déconseille d'avoir des espaces de motricité fermés. Or,
Bon, on n'est pas un pour un, nous, dans nos crèches, loin de là. Donc, le libre accès à la motricité, moi, ça me pose question. Surtout qu'on a une promotion qui est assez discutable, à mon sens, sur l'âge mélangé. Donc, pour moi, dire que les espaces de motricité seraient accessibles en permanence et notamment en âge mélangé, pour moi, c'est assez dangereux. Et est-ce qu'on va avoir du personnel supplémentaire pour répondre à ces demandes? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un impératif de mettre de l'argent pour répondre à ce référentiel. Est-ce que vous savez comment on va financer ce niveau de qualité? Bien sûr, aujourd'hui, et c'est une question que l'on pose. D'ailleurs, vous avez dû le voir dans les questionnaires, de dire est-ce que c'est faisable, et si ça ne l'est pas, qu'est-ce qui fait obstacle? Est-ce que c'est les niveaux? Je sais plus ce qu'on propose, mais en tout cas, il y a aussi le financier, qui va être un problème pour beaucoup de points, je pense. Voilà. donc c'est pour ça que c'est un axe général qui permettra aux décideurs qui vont financer, etc., de se rendre compte qu'ils sont bien dans l'approche qui est recommandée, mais en même temps, voilà, on est obligé d'avoir un référentiel qui soit qui regarde vers demain, qui s'arrête pas à ce qui est possible aujourd'hui et qui puisse permettre d'eux. Mais après, bien sûr, la réglementation. En tout cas, dans le référentiel définitif, on précisera ce qui est réglementaire et ce qui est recommandé. Donc, et par exemple pour le contrôle, on est sur le réglementaire. Et quand on est dans l'évaluation, on est beaucoup plus sur justement l'ensemble de la dynamique que l'on met en œuvre et qui est favorable au développement de l'enfant. Donc ça nous donne des perspectives. Et ça précise ce qui est vraiment dans les textes réglementaires. Et et au fur et à mesure de l'évolution des textes, eh bien le référentiel sera précisé que tel et tel point est dorénavant réglementaire et non pas seulement recommandé. Voilà. Ouais, ça c'était une des questions que j'avais reçues des auditeurs. Donc ce sera vraiment clair ce qui est recommandé par rapport à ce qui est obligatoire. Ouais, alors pour terminer sur cette question du financement, en ce moment, grâce à Victor Castanet avec son livre Les Ogres, le public peut comprendre un peu les difficultés du financement de l'accueil, puisque maintenant, en lisant ce livre, je pense que le grand public découvre ce que c'est que la PSU, ce que nous on appelle dans le secteur la PSU. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la PSU, elle est inscrite dans la COG, en fait, le mode de financement des modes d'accueil, on peut le lire dans les conventions d'objectifs et de gestion qui sont conclues pour 5 ans. Et donc, pour l'instant, dans la nouvelle COG, qui va durer jusqu'en 2028, la PSU, elle est là pour durer, quoi. Il y a eu des aménagements, mais bon, c'est pas une révolution dans le mode de financement. Donc déjà, est-ce qu'on peut considérer que, pour l'instant, ce référentiel, il va devoir faire avec la PSU actuelle jusqu'en 2028 ? Ou est-ce qu'on vous a dit, non, mais vous inquiétez pas, il va y avoir possibilité de mettre des moyens supplémentaires tout de suite ? Voilà, parce que finalement, tout est une question de budget, quoi. Donc, est-ce qu'on peut vraiment changer les choses ? Et vraiment, je suis d'accord avec vous sur l'idée qu'on doit tirer le secteur vers le haut et que ce référentiel, il peut pas s'arrêter à, en ce moment, on peut faire que ça, donc on va faire que ça. Donc, c'est une manière de tirer la qualité vers le haut avec nos moyens. Donc, voilà, est-ce que vous pensez que ce serait un peu financé plutôt après 2028 ? Je pense, en tout cas, moi, je peux simplement vous dire ce qu'on a pu dire sur la PSU aussi dans le cadre du rapport qu'on a fait en 2023. Les choses sont posées. Après, le référentiel, il est inscrit il n'a pas la même temporalité que les politiques. Et donc, il va aussi d'ailleurs évoluer par rapport à la connaissance que l'on a du développement de l'enfant, voilà, ce qui est aujourd'hui posé va peut-être être un petit peu aménagé dans les années à venir. On l'a d'ailleurs vu dans les années passées, etc. Donc, on n'a pas la même temporalité. C'est ça en fait. Après, bien sûr, tout doit être conduit et c'est pour ça qu'il y a le service public de la petite enfance, qu'il y a toute la dynamique des COG, etc. Mais en tout cas, le référentiel, il s'inscrit dans un temps qui est différent que le temps des décisions de type COG, etc. Pour conclure sur ce point-là,
On peut dire que vous êtes là pour donner les meilleurs objectifs et puis qu'ensuite, ça va nous tirer vers le haut et qu'il va falloir trouver les financements derrière. Bon, on a encore cette coge jusqu'en 2028, mais ils sont déjà en train de réfléchir à la prochaine, je pense. Et du coup, il va falloir trouver peut-être un moyen pour mettre en application toutes ces nouvelles recommandations. Tout à fait. En tout cas, c'est le socle qui nous permet d'échanger, de dialoguer et de pouvoir regarder l'avenir avec cette priorité qu'est la qualité de l'accueil, le développement des enfants et la place des parents, la reconnaissance de niveau de connaissances, de compétences des professionnels. C'est vraiment que ce métier sorte de la domesticité. Il aura fallu des dizaines et des dizaines d'années. Il faut qu'enfin on arrive à travailler dans le secteur de la petite enfance avec cette reconnaissance des compétences et de la qualité des professionnels qui nous ont tellement aidés lors du rapport à dire ce qui ne va pas, ce qu'il faut améliorer. Il y a un terreau qui est là, il y a une dynamique, une qualité de réflexion et d'approche. Maintenant, il faut y aller et on a des bases pour aller ensemble. Et puis, de l'élu jusqu'aux parents, passant par les pros, les gestionnaires, etc., de partager ces mêmes objectifs. Eh bien, il me reste plus qu'à vous remercier pour votre temps, Nicole Boïc. C'est vraiment adorable d'être venue parler à nos auditeurs de façon simple et accessible de ce nouveau texte qui va être un vrai pilier pour l'accueil. Pour rappeler aux auditeurs la date, la deadline pour vous envoyer nos commentaires, c'est quand le dernier jour où on peut envoyer les commentaires à Nicole Boïc? Vous pouvez répondre jusqu'au 18 octobre. Donc, on a prolongé un petit peu le délai. Alors, du coup, vous me mettez un gros challenge parce qu'on est le 25 septembre, le jour où on tourne cette interview. Donc, il me reste pas beaucoup de temps si je veux passer l'interview rapidement pour le monter. Je vais essayer de le monter pour le diffuser le 30 septembre. Donc, ça va être la course contre la montre d'ici lundi. Et l'idée, c'est que les auditeurs puissent répondre à votre questionnaire d'ici le 18 octobre. Oui. Donc, je mettrai le lien pour accéder à ce formulaire dans les notes de l'épisode. Si toutefois ils veulent le trouver directement à l'écoute, ils peuvent le trouver où, le questionnaire? Écoutez, on a bien travaillé avec les pros de la petite enfance, donc c'est sur le site aussi des pros de la petite enfance. C'est le lien que je diffuse moi aussi voilà. Quand on me demande il est où le référentiel. Très bien, donc on va mettre les liens dans les notes de l'épisode. Et puis on rappelle que vous avez eu 1500 réponses qui sont quand même très axées sur la partie jeune enfant et que vous espérez avoir un peu de retour, un peu plus de retour sur les deux autres parties, et aussi un appel aux parents si les parents qui nous écoutent ont envie de faire un retour sur le référentiel qualité. Il est ouvert aux commentaires des parents. C'est pas que les pros de la petite enfance qui peuvent faire des retours à Nicole Boïc pour la version finale. Ok. C'est bon, j'ai bien résumé, Nicole? Très bien, c'est très gentil. Merci beaucoup et merci pour la dynamique du secteur et puis votre joie de vivre. Et voilà, on s'occupe des enfants. C'est un plaisir de vous recevoir et je peux vous dire déjà que vous êtes la bienvenue quand vous voulez sur le podcast. Ce que je vous propose, c'est qu'on refasse des épisodes prochainement pour parler aux auditeurs, pareil, de façon simple et accessible, du référentiel compétences et connaissances des professionnels du secteur, qui va bientôt être en cours de rédaction, et puis des guides de contrôle et d'évaluation. Ça intéresse énormément les pros de la petite enfance sur le terrain, Nicole Boïc. Donc, je vous dis à très bientôt. Vous êtes d'accord? D'accord, et merci beaucoup, Madame Cosma. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Parle-en autour de toi et surtout laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. À la semaine prochaine.